Nous allons établir une nouvelle date butoir de 10 à 12 jours à partir d'aujourd'hui. Il n'y a pas de raison d'attendre. C'était 50 jours avant, je voulais être généreux, mais la situation ne s'améliore pas. On connecte tout de suite avec Washington. Justine Jankowski, vous êtes sur place pour LCI. Donald Trump qui hausse le ton. Racontez-nous, comment est-ce qu'on prend cela aux États-Unis? Quel est le message de Donald Trump? Eh bien, ce désamour, il s'affiche partout dans la presse. Cette déclaration que vous venez de jouer, on l'a vu partout sur les chaînes de télévision. D'ailleurs, d'abord, il a dit qu'il réduisait ce délai. Et là, la déclaration qu'il vient de faire, c'est en réponse à un reporter américain qui lui a dit, mais du coup, quelle est la durée raccourcie de ces sanctions? Et donc, 10 à 12 jours avant donc d'appliquer ces fameuses sanctions. D'autant que le président américain, là, a le soutien d'une grande partie du Congrès. Vous vous rappelez, on en parlait il y a quelques semaines, il y a le sénateur républicain Lindsey Graham qui mène une proposition de loi pour taxer à 500% les pays qui achètent du pétrole russe. Cette proposition, elle fait consensus à Washington. Donc, en somme, Donald Trump n'a qu'à appuyer sur un bouton pour punir la Russie, puisqu'il voit bien que Vladimir Poutine ne bouge pas malgré ce délai, malgré cette pression, qu'il n'a pas l'intention de mettre fin à la guerre. Beaucoup, Justine Jankowski. Autour de ce plateau, je suis toujours avec vous, Pierre Ménard, avec vous, Michel Fayad, avec vous, Renaud Pila. Très intéressant ce que vient de dire notre correspondante à Washington sur place. Elle dit, aux États-Unis, on est certain qu'on n'a qu'à appuyer sur un bouton pour punir Vladimir Poutine. Oui, alors après, ça me paraît assez simpliste quand même comme vision américaine. Comme vision américaine de fin de la guerre. On sait qu'effectivement, Trump a toute une partie de ses parlementaires républicains, notamment bien sûr Lindsey Graham et d'autres, voix importantes qui sont pour muscler bien évidemment l'action contre Poutine pour le faire reculer en Ukraine. Je pense que pourquoi c'est assez simpliste, c'est que effectivement là, Trump semble énervé et je dirais piqué dans son ego. C'est surtout son ego, parce que là on est entre... Il y a trois grands empereurs, enfin deux grands empereurs et un petit empereur. Il y a Xi le chinois, Trump l'américain et puis Poutine le russe qui a l'économie de l'Espagne, je crois. Donc on se retrouve là effectivement avec Trump qui se voit piquer dans son ego en disant j'ai été trop gentil, j'ai été trop généreux et maintenant je vais agir. Mais je crois qu'en face, s'il n'y a pas une action, alors, l'action c'est quoi ? Des sanctions secondaires, c'est-à-dire que c'est pas uniquement des sanctions sur les produits russes, c'est on punit tout pays qui va commercer avec la Russie en sanctionnant ces pays-là. Deuxièmement, c'est l'OTAN l'armée américaine qui fournirait à l'Ukraine des missiles de longue portée. Il y a toute une panoplie effectivement de mesures. Mais il me semble qu'en face, Poutine, jusqu'à maintenant, n'en a strictement rien à faire. Il ne bougera pas d'un centimètre. Il a une offensive cet été qu'il continue sur le terrain. On voit que les Ukrainiens ont beaucoup de mal. Donc, on va voir. Moi, je regarde toujours avec Trump. Je regarde toujours avec Trump le notaire. Tant que c'est pas signé chez le notaire, je n'y crois pas. Donc, maintenant, on va voir. Tant que c'est pas signé chez le notaire. Il n'avait pas signé les 50 jours non plus chez le notaire. Oui. La Russie avait pris acte des 50 jours. Elle avait Russie jusqu'en septembre. Le délai est raccourci. Là, on est à 10-12. Ça nous amène à quoi 6, 7 août, 8 août Moscou a déjà c'est demain. 10-12, c'est demain. On va regarder, mais j'ai de forts doutes. Michel Fayad. Mais Moscou a déjà parlé en réalité, parce qu'avant même cette déclaration, Moscou a dit que Poutine est prêt à rencontrer Trump en Chine lors du sommet en septembre. Donc déjà, c'est quand même un pas qui est fait par les Russes. Attention, Michel Fayad. En septembre. Oui. En septembre, il s'était basé sur les 50 jours. L'annonce date d'aujourd'hui, vous avez raison. Dans les 10 et 12 jours. C'était exact. Tout n'est pas sur un papier noir et blanc avec Donald Trump, donc ça peut changer. Mais il y a une chose il y a plusieurs choses importantes que je pense qu'il faut dire par rapport aux sanctions sur le pétrole et le gaz. Parce qu'aujourd'hui, il y a une partie du pétrole russe qui sort avec des papiers kazakhs. Donc en réalité, peut-être que demain, tout le pétrole russe pourrait sortir avec du pétrole kazakh. On fera quoi ? Il n'y a plus de pétrole russe sur le marché, il y a du pétrole kazakh. On le sanctionne comment ? Comment on sépare le pétrole vraiment russe, mais avec un papier kazakh, et le pétrole kazakh avec vraiment un vrai kazakh avec les papiers kazakhs ? Comment on fait ? Donc en réalité, ces sanctions peuvent être détournées.
Mais en Est-ce que Donald Trump, il ne serait pas capable de mettre tout le monde dans le même panier? Non, mais attendez, parce que cette mesure, le Kazakhstan de la Russie. Non, parce que cette mesure, elle avantage les États-Unis. Parce qu'en réalité, en annonçant simplement qu'il va sanctionner la Chine et l'Inde, parce que c'est ça en réalité, eh bien, déjà, ça veut dire que, soi-disant, 5 millions de barils russes exportés chaque jour de la Russie vont sortir du marché. Cela va entraîner une hausse du prix du baril qui va bénéficier à qui? Aux Américains. Aux Américains notamment. Qui baisse depuis des mois. Donc rien que l'annonce qu'on va dire sur le marché, il y aura 5 millions de barils en moins, alors que c'est pas vrai. Mais rien que cette annonce, parce que les marchés vont fluctuer. L'Arabie Saoudite va dire, moi je peux amener 2 millions sur le marché, ils peuvent pas plus dans l'immédiat. Donc il y a 3 millions de Les marchés, ils ont ouvert à 15h30. Il y a 7 minutes. On va voir si que vient de dire... Mais vous savez, il y a une réaction toujours très rapide sur les marchés après les prises de parole de Donald Trump. On a vu cette instabilité sur les droits de douane quand il bondissait les 300, les 500%. Le marché a été complètement déstabilisé. Est-ce que ça va être le cas dans quelques minutes sur les marchés? Quelques minutes, je ne sais pas. On va regarder. Je ne crois pas sur ces quelques minutes. Mais par contre, si l'annonce est vraiment faite, strictement, c'est-à-dire les 500% de taxes sur les Chinois et les Indiens qui achèteraient du pétrole russe, c'est de quoi en fait faire peur, comme à un moment où on a fait peur comme quoi le détroit d'Ormuz allait être fermé. Donc c'est une annonce qui peut entraîner la hausse du prix du baril, et encore une fois, ça favoriserait Donald Trump. Et c'est pour cela que sur votre antenne ici, j'avais dit déjà que la proposition européenne de taper sur le pétrole russe était une mauvaise idée, parce que ça rapprochait Donald Trump et Vladimir Poutine, parce que les deux veulent un prix du baril élevé, et même si on rajoute l'Arabie Saoudite et autres. Donc l'Europe s'est trompée de bataille. C'est un peu comme lors de la négociation hier. Pour moi, au lieu de céder comme ça sur l'énergie et comme vous le disiez sur la défense, qui étaient quand même deux aspects que l'Europe veut renforcer et sur lequel on a un avantage sur les États-Unis. Parce que sans le fait de signer des contrats long terme avec les pays européens, les États-Unis ne peuvent pas financer la construction de leur installation pour liquéfier le gaz naturel. Michel Fayad, donc nous, on a l'avantage. Soyons précis. Ce que vous nous dites à l'instant sur LCI, c'est l'Europe, dindon de la farce, encore une fois, en direct du Royaume-Uni. Oui. Cette annonce ne dessert parce qu'on négocie pas bien. Pas les Américains. Parce qu'on négocie pas bien. On négocie pas du tout. Alors, allez-y, Pierre Ménard. Pierre Ménard, allez-y. Là, je crois, si vous voulez, pour éclaircir un peu, clarifier le débat sur les sanctions, parce que parfois on s'y perd un peu et on se demande pourquoi toutes ces sanctions. Je rappelle qu'il y a eu 18 trains de sanctions européennes. 18 paquets. 18 paquets, oui, trains, donc vous voulez. Et que finalement, les Russes s'en portent mal, en fait, parce qu'ils ne l'avouent pas, mais il y a un effet, mais pas un effet majeur. En tout cas, ça ne les conduit pas à arrêter la guerre. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des sanctions obligatoires. D'ailleurs, les Russes ont un élément de leur propagande qui dit que ce sont des sanctions illégales. C'est pas vrai, parce que c'est tout à fait légal, on a le droit de prendre des sanctions si on veut. Mais elles ne sont pas obligatoires puisqu'elles ne résultent pas d'une résolution du Conseil de sécurité. Pour une raison très simple, c'est que les Russes bloqueraient cette résolution. Alors, il y a un seul pays au monde, les États-Unis, qui est capable, et on l'a vu avec l'Iran, on l'a vu avec beaucoup de... Cuba, la Corée du Nord, un seul pays qui est capable d'imposer des sanctions quasiment obligatoires parce qu'ils ont des instruments unilatéraux de pression. Comme le SWIFT. Notamment le SWIFT. Il y a le SWIFT, il y a le fait que leur loi est extraterritoriale. Ouais. C'est-à-dire que si on ne la respecte pas, on peut être sanctionné et poursuivi. Et surtout, le rôle du dollar. Le pétrole, il se calcule en dollars. Donc si les États-Unis prennent vraiment des sanctions secondaires, parce que c'est ça dont il s'agit, les sanctions à l'égard de la Russie, comme ça a été dit, c'est une petite économie, en fait. Donc une petite économie a l'avantage de pouvoir résister à des sanctions. En revanche, des économies comme la Chine et l'Inde ne peuvent pas résister. C'est plus compliqué, oui. Donc, et là, ce serait très efficace. Mais il y a des contre-effets évidents. Donc qu'on comprenne, quand vous parlez de sanctions secondaires, c'est donc touché, vous nous l'avez exprimé tout à l'heure, Renaud Pila. Les pays qui feraient du commerce avec la Russie, les toucher en plein cœur pour pouvoir affaiblir la Russie. Dans les options que vous nous avez évoquées, Michel Fayad, vous parlez du SWIFT, ce fameux code de banque qui permet les transferts, etc. En quoi est-ce que ça pourrait impacter ce SWIFT ? Comment plutôt est-ce que ça pourrait impacter les pays qui commerceraient avec la Russie, et comment, pour que les gens qui nous regardent puissent comprendre, comment est-ce que directement ça impacte au quotidien l'économie de la Russie ? En fait, le SWIFT, il est utilisé pour toute transaction bancaire. Donc, et c'est américain.
Donc, à partir du moment où les Américains coupent le SWIFT, vous êtes quand même exclu du système bancaire. Donc, il va falloir trouver d'autres moyens de faire des transactions bancaires. Et donc, ça devient beaucoup plus compliqué pour les pays. Par exemple, la Chine et la Russie ont essayé de développer, et l'Inde ont essayé de trouver des mécanismes, parce que les sanctions avec le SWIFT ont déjà en fait commencé contre la Russie. Et donc, c'est pour cela que, par exemple, les Indiens payent en roupies, notamment, et non pas en dollars, que les Chinois payent parfois en yuan, parfois en or. Bon, pour le yuan et l'or, ça va encore pour les Russes. Mais les Russes en ont assez des roupies, parce qu'ils ne savent pas quoi faire des roupies. Et donc, il y a quand même cet aspect qui est assez intéressant. Mais le pays qui souffrira le plus, à mon sens, c'est l'Inde. Parce que l'Inde, aujourd'hui, a une croissance économique qui est très élevée, plus élevée que la Chine, mais c'est parce qu'elle bénéficie justement d'un prix du baril russe escompté. Donc avec une escompte sur le prix du baril du marché, c'est-à-dire qu'elle l'achète à moins cher que ce qui est officiel. Et donc, grâce à ça, elle a, si vous voulez, un avantage qui lui permet de renforcer son industrie et de faire profiter à la croissance indienne. Un peu ce que l'Allemagne a bénéficié avec le prix du gaz pendant des années et qui a renforcé son industrie. Aujourd'hui, donc autrefois l'Allemagne en a bénéficié, aujourd'hui c'est l'Inde. Toucher les BRICS en plein cœur. Oui, mais est-ce que les BRICS vont savoir réagir ensemble ? Ça reste la question. Parce que jusque maintenant, ils n'ont pas réussi à avoir un mécanisme qui est indépendant ou alternatif réellement. On va vous montrer ce qu'a déclaré Marco Rubio, secrétaire d'État américain, pour commencer à justifier aussi cette épée de Damoclès américaine au-dessus de la tête de la Russie. C'était hier soir, voilà ce qu'il dit. Il dit « Malgré de très bons échanges avec Vladimir Poutine et des conversations téléphoniques ». Peut-être qu'on pourra aussi y revenir ensemble sur les échanges très bons à chaque fois, comme nous dit le gouvernement américain. « Cela ne mène jamais à rien, il est donc temps d'agir ». Première partie. Seconde partie. Le président américain Donald Trump est de plus en plus frustré par le manque de progrès de la Russie vers un accord de paix et menace désormais de lourdes sanctions économiques. Très bien. Troisième partie. Ce n'est pas sa guerre. Alors nous y voilà. Parce que ça, c'est un point capital. Ce n'est pas sa guerre. Il en a hérité et a tout fait pour y mettre fin. Trump perd patience. Si l'on reprend dans l'ordre, parce qu'il y a, me semble-t-il, messieurs, plusieurs messages ici. Déjà sur les très bonnes relations, les très bonnes conversations téléphoniques avec les uns les autres et notamment avec la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire, Renaud Pila, politiquement ? Ce message, il est éminemment politique. Ça veut dire quoi ? Il se passe quoi entre les deux pays ? Trump a souvent la parole qui varie. Il a dit il y a quelques jours qu'il était fou, Poutine. Cela dit, effectivement, il a dit également que c'était un redoutable négociateur et quelque part, je pense qu'au fond de lui-même, même il a de l'admiration quelque part pour Poutine parce que ils sont entre leaders forts, mal alpha, extrêmement durs en négociation et donc je dirais ils appartiennent un peu au même cercle, même avec le chinois. Voilà, on a changé de monde pour eux. Il y a plus de droit international. C'est celui qui a le meilleur rapport de force qui l'emporte. Donc oui, ils discutent. Ils peuvent discuter longtemps parce qu'à chaque fois qu'un chef d'État a Poutine au téléphone, ça dure 2-3 heures parce que Poutine remonte à l'histoire de la Russie et de l'Ukraine depuis le XIIe ou XIIIe siècle. C'est vraiment comme ça. Donc je pense que c'est assez épuisant, mais à chaque fois, ils disent on a eu une bonne conversation. Et puis, le lendemain, comme il disait, on allume la télévision et on voit qu'il y a eu 500 drones, 600 drones contre la nuit, contre l'Ukraine, avec des morts et des blessés. Donc, je pense qu'à la fois, il est partagé, parce qu'à la fois, il en a marre de cette guerre. C'est pas sa guerre, comme il dit de son point de vue. C'est la guerre de Biden. C'est pas son agenda. Son agenda, c'est la Chine. Son agenda, c'est l'Asie-Pacifique. C'est les négociations avec l'Europe. Donc, il en a marre, mais comment arrêter ? Comment s'en sortir ? En en ayant marre, abandonné, il passe pour un pleutre vis-à-vis du monde entier, vis-à-vis des Chinois. Finalement, c'est des revendants mentales. En même temps, s'il s'implique encore plus avec de l'aide, avec des livraisons d'armes, problématique pour sa base électorale, c'est une promesse d'arrêter. Oui, et puis il pense peut-être que les sanctions secondaires, peut-être, mais livraison d'armes, ça veut dire ça continue. Ça continue, de mois en mois. Parce qu'au fond de lui-même, il ne se dit pas
C'est pas si important que ça. Moi, je pense que oui. Je pense qu'ils pensent que c'est pas si important que ça, finalement. Si l'Ukraine perd 4 oblasts, c'est pas bien grave. Renaud Pila, vous avez utilisé il y a quelques secondes un terme très intéressant. S'il capitule, il passe pour un pleutre. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que ça n'est pas déjà le cas? Pardon, et permettez-moi de vous poser cette question. Il a dit, si je suis élu, si j'arrive, si je suis le président américain une nouvelle fois, en 24 heures, c'est terminé. Pardon. Oui, après, c'est un slogan de campagne. Oui, c'est un slogan de campagne. Mais c'est intéressant. Juste, on vous rappelle quand même que bientôt, il y a les midterms aux États-Unis. La parole du président américain, elle est très importante. Oui, mais ça ne se fera pas sur l'Ukraine, les élections. Je ne sais pas. L'élection, c'est inflation, immobilier. C'est vrai. Je crois que, je suis d'accord avec ce qui a été dit, je crois que les concessions qui ont été faites par Trump à Poutine sont irréversibles. Au sens où il a dit que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN, ne récupérerait jamais, d'ailleurs Biden l'avait dit avant, ne récupérerait jamais les territoires perdus, et par ailleurs un contact, un dialogue, une coopération serait rétabli avec la Russie. Ça, je crois que c'est un acquis. Le problème de Trump, c'est que Poutine n'a fait aucun geste, non seulement aucune concession, mais aucun geste. Il y a eu soi-disant une trêve de 30 jours sur les infrastructures énergétiques qui n'a pas été respectée. Et pour ce qui concerne les exportations agricoles, justement, les Russes ont dit à condition que vous rétablissiez le système SWIFT. Et ça n'a pas été fait. Donc il n'y a eu aucune concession. Et donc ce que Trump attend, est-ce que ça arrivera ou pas, c'est un geste de Poutine. Pour l'instant, il n'en a pas fait. Qu'est-ce que ça pourrait être, un geste? Par exemple, si vous voulez, il pourrait dire, il y a quelque chose qui circule. Actuellement, les Russes veulent les 4 oblasts. Il pourrait dire, je vais me contenter des 2 oblasts du Donbass. Attention, et pour les deux autres, j'occupe ce que j'occupe. Kherson et Zaporijjia, j'occupe ce que j'occupe, notamment la centrale nucléaire. Oui, je ne fais pas marche arrière. Ça, il la garde. Mais de toute façon, si vous voulez, on parle là de cessez-le-feu. Oui. On ne parle pas d'accord de paix, on parle de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, il s'arrête sur la ligne de front. Et les Russes disent aujourd'hui, nous voulons les 4 oblasts. Ils pourraient dire cessez-le-feu à condition que l'Ukraine se retire des 2 oblasts, notamment Donetsk, où ils ont quand même encore beaucoup de villes, les Ukrainiens. Ce qui est inacceptable pour les Ukrainiens. Mais ça, si vous voulez, ça pourrait être interprété comme un geste. En tout cas, les Ukrainiens, ils ont réagi à l'annonce de Donald Trump. Ils ont réagi par la voix du chef de l'administration présidentielle ukrainienne. Il s'appelle Andrei Yermak. On va vous montrer ce qu'il a dit. Merci au président Trump de faire preuve de fermeté et d'adresser un message clair de paix par la force. Encore une fois, décryptage. La paix par la force. Qui veut la paix fait la guerre. Et inversement, pour faire. On l'a vu 10 fois. Faire la guerre pour faire la paix. On l'a vu 10 fois en 2 mois, ce tweet. C'est ça. Vous voulez dire qu'il le ressort à chaque fois? Non, mais c'est que oui. C'est que les Ukrainiens espèrent et que Trump change d'avis. C'est ça ce qui va se passer probablement, parce que en fait, il va faire quoi, Donald Trump? On a du mal à comprendre la force. On a du mal à comprendre la paix par la force. Non, mais justement, est-ce qu'il va aller bombarder lui-même la Russie? C'est pas la Russie, c'est pas l'Iran. Non, mais c'est ça que je dis. C'est pas. C'est pas la même histoire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va doter l'Ukraine de quoi frapper réellement Moscou et la Russie de manière extrêmement forte. À ce moment-là, la Russie aussi va réagir. Moi, je vois pas trop. En fait, et je pense plutôt que ce qui a été dit du côté de Moscou aujourd'hui est ce qui va se passer. C'est-à-dire que maintenant, les Russes vont travailler à organiser cette rencontre avec de septembre, celle dont vous nous parlez. Mais en septembre, mais peut-être avant, peut-être qu'ils vont l'avancer. On se rencontre, je ne sais pas moi, à Istanbul, on se rencontre au Kazakhstan, on se rencontre, je ne sais pas. C'est possible. Mais le fait est que moi, je pense que c'est cette rencontre qui va avoir lieu. Et il ne faut pas minimiser aussi la diplomatie chinoise. Parce que la diplomatie chinoise, en fait, la Chine, autrefois, a longtemps été, elle ne s'occupait pas des affaires des autres. Elle ne rentrait pas dans tout ça. Puis ces dernières années, les choses ont changé. C'est la Chine qui a organisé le rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, alors qu'ils étaient en conflit depuis 20 ans. Et rien n'empêche que la Chine organise une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Malgré les rapports américains, sino-américains. Oui. Et ça pourrait même faire partie d'un grand deal commercial. Alors, permettez-moi de me faire l'avocat du diable. Si la Chine organisait cette rencontre, est-ce que Donald Trump ne perdrait pas son leadership et son envie d'avoir le prix Nobel de la paix? Sauf s'il gagne commercialement. Oui, parce que c'est l'argent qui parle à Donald Trump. Bien sûr. Pas seulement commercialement, je crois que... Allez-y.
Je crois que d'abord, moi j'ai un doute sur la présence de Trump à ce sommet en Chine, mais enfin on ne sait jamais avec lui. Ou alors lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça peut être plutôt, là, parce que pour le coup, là ce serait chez Trump. C'est ça. Enfin, même si l'ONU est une terre à part, mais en revanche, si vous voulez, quand même Trump, bon, même s'il veut se rapprocher de la Russie, si vous voulez, il faut qu'il ait des résultats. Donc, et Poutine le sait très bien. Donc, si jamais il y a une rencontre au sommet, là, il ne pourra pas se contenter de dire on ne va pas frapper telle infrastructure. Il faudra qu'il fasse un geste. Ils le savent. C'est pour ça que... C'est ça qui retarde l'échéance ? C'est pour ça que les Russes, si vous voulez, ne sont pas pressés. Donc, ils en parlent, mais ils ne sont pas pressés, parce que là, il va falloir qu'ils fassent une concession. Car, Poutine, malgré tout, si vous voulez, si vous regardez son principal gain diplomatique, je ne parle pas des gains militaires, mais son principal gain diplomatique depuis le début de la guerre, c'est Trump. C'est le fait d'avoir amené le président des États-Unis sur une position très proche. Et ça, il ne peut pas le perdre complètement. Il faut qu'il le garde. Cette relation pour Vladimir Poutine, elle est éminemment importante. Alors, il ne va pas sacrifier, évidemment, ses intérêts fondamentaux. L'intérêt fondamental, c'est de continuer la guerre, au moins jusqu'à l'hiver. Pour gagner du terrain. Pour mieux négocier. Voilà. Mais simplement, à un moment donné, moi je pense qu'à un moment donné, mais je ne sais pas si ce sera en septembre, en novembre, en janvier, ça je ne sais pas, mais à un moment donné, il va falloir qu'il fasse un geste quand même. Renaud Pila ? Oui, tout dépend du rapport de force que met Trump, parce que Poutine ne comprend que la force. Donc, où Trump va mettre le curseur, on va bien voir. C'est toujours compliqué d'être dans la tête de Trump. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs personnes dans la tête de Trump ? Deuxièmement, on va voir effectivement combien de mois la Russie peut tenir, ou combien de mois, voire d'années, parce que plus le temps passe, et c'est, me semble-t-il, le sens des nuits de terreur qu'on a depuis plusieurs semaines en Ukraine, où vraiment la population des villes, les civils, on tire sur des appartements, on tire sur des résidences d'habitation. C'est vraiment une politique de terreur. On a revu des centaines et des centaines d'Ukrainiens dormir dans le métro comme il y a 3 ans. Parce que je pense que Poutine aussi a hâte, même s'il a le temps, il a un peu hâte d'en terminer, parce que d'une part, les sanctions, malgré tout, c'est long. C'est long à produire ses effets, mais on voit que depuis plusieurs mois, ça produit quelques effets. Et deuxièmement, il a un problème démographique. Plus le temps passe, plus il va avoir du mal à avoir des jeunes soldats, plus ces soldats sont également fatigués. Donc je pense que Poutine est pressé, même si, encore une fois, je pense qu'il lâchera rien. Les 4 oblasts peut-être, mais il veut la démilitarisation, il veut un changement de gouvernement. Le temps, c'est il aura pas Ligne rouge absolue.